soyez bienvenus au vignoble. Alors je vais faire juste une petite présentation assez rapide, parce que le temps nous est compté. Alors on est un petit vignoble familial, on fait 4 hectares et demi en plantation et on a environ 10 000 plants qui sont actuellement en culture. On travaille uniquement des cépages hybrides nord-américains, donc c'est des cépages qui ont été améliorés par l'homme pour être adaptés au climat du Québec. Okay, climat un peu particulier parce que toutes nos vignes survivent jusqu'à moins 34 degrés en hiver, sans aucune protection. Et puis l'intérêt aussi de travailler avec des vignes qui sont vraiment propres au Québec, c'est qu'on veut travailler l'identité des vins québécois. Si vous achetez demain à Châteauneuf-du-Pape, vous voulez qu'il goûte le Châteauneuf-du-Pape. Si vous achetez à Bordeaux, vous voulez qu'il goûte le Bordeaux. Si vous achetez un vin du Québec, il faut qu'il goûte le Québec. Alors, en travaillant uniquement des cépages hybrides nord-américains, on a cette identité qu'on veut développer au maximum. C'est là où on va réussir à améliorer la qualité. Si par exemple à Châteauneuf-du-Pape, sur les 8000 cépages Vitis unifera qui existent sur la planète, ils n'en utilisent que 13 pour leur identité. Alors ça permet vraiment de marquer, d'améliorer la qualité et puis de développer cette identité. Mon fantasme, dans 10-15 ans, c'est que quand vous goûtiez un vin, vous dites hey, ça c'est un vin de l'Estrie, ah ça c'est un vin de la Montérégie, ah ça c'est un vin de la Morée. Là ça c'est vraiment fantastique. On n'en est pas là. L'histoire de la viticulture québécoise c'est 40 ans versus 2600 ans pour l'Europe. Donc on en apprend beaucoup d'eux, mais on a comme beaucoup d'adaptations à faire parce que tout est quand même bien différent. Les vignerons français qui viennent ici doivent apprendre à travailler des cépages qui ont des approches différentes du Vitis unifera. Exemple, un Vitis unifera, donc un pinot noir par exemple en Bourgogne, si on veut quelque chose de qualité, il va falloir le couper, réduire le rendement au maximum pour avoir une certaine concentration. Donc on va travailler avec du 45 hectolitres à l'hectare, tandis que les cépages québécois, eux, vont plutôt préférer la surcharge. Donc on va travailler un petit peu plus pour avoir un peu plus de volume pour que la vigne donne un peu plus de son meilleur. Ici, au vignoble, on essaye de travailler, on fait de la culture raisonnée. Donc ça veut dire qu'on utilise un peu tous les systèmes, mais on prend le meilleur du meilleur de ce qu'on a envie. Par exemple, on travaille quand on doit utiliser des produits biologiques. Mais on va d'abord être beaucoup observateur. On va déjà vérifier ce qui se passe dans la vigne. Si on a une attaque de scarabée japonais, par exemple, on va voir un petit peu où c'est. Et si on a besoin, on va traiter juste la parcelle qui est touchée par le scarabée japonais. Et on va essayer d'intervenir le plus vite possible pour justement éviter de devoir traiter tout le vignoble. Alors on a beaucoup de prédateurs dans la vigne, scarabée japonais, le puceron, cette semaine on a une attaque d'araignée par exemple. Alors tous ces prédateurs vont générer des problèmes, donc il faut essayer de les traiter au mieux, mais on essaye de travailler pour que la vigne puisse elle-même se défendre du maximum de ces prédateurs. On utilise aussi beaucoup de moyens techniques, par exemple on désherbe avec de l'eau chaude. Donc on a un gros réservoir d'eau chaude et puis on va arroser avec une eau à plus de 100 degrés pour pouvoir éradiquer les mauvaises herbes au pied des vignes. C'est pour ça que vous voyez que tout est brûlé là, c'est notre machine qui a fait ça. Donc ça c'est 100% biologique, il n'y a que de l'eau, pas de produit, rien du tout. On va mettre, la semaine prochaine, on va mettre des filets. Les filets vont nous protéger des dindons sauvages, des ratons laveurs, de l'homme. Parce que l'homme est terrible dans les vignobles. Vous êtes tous allés aux pommes, vous voyez comment ça marche. Les gens prennent une pomme et ils croquent dedans, ils la jettent par terre. C'est pareil avec le raisin. Les gens ils se promènent et puis ils nous ramènent une grappe qui n'est pas mûre en disant elle n'est pas mûre. Oui, c'est normal parce que les vendanges c'est dans 3 semaines. Alors c'est beaucoup de dégâts comme ça qui viennent régulièrement. On a les oiseaux aussi par exemple. Les oiseaux, les petites souris, enfin tous les animaux qui existent vont nous faire des dommages. Donc on a des renards ici dans le coin qui vont, eux par exemple, nous aider avec les mulots. Donc on essaye de les laisser tranquilles pour qu'eux vivent ici et puis ils vont chasser les mulots. Donc ça va nous faire moins de dégâts. Après on a un faucon qui est niché dans un arbre mort ici. Alors lui il va faire peur aux oiseaux. Donc on essaye de garder vraiment un environnement le plus sain possible pour justement garder tous nos sauveteurs là, qui vont nous aider à gérer les prédateurs. Bravo monsieur. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas facile toujours. On produit environ 20 000 bouteilles par an sur les 11 000 pieds en production. Et ce qui ne nous suffit pas, il faudrait qu'on arrive à 30-35 000 idéalement. Donc ça c'est un objectif qu'on s'est fixé à 5 ans. Donc on essaie d'améliorer aussi la taille, les rendements, etc. pour vraiment bonifier un petit peu toute la partie viticulture. En fait, tous nos vins sont à la SAQ, sauf les fortifiés, mais autrement tous les vins tranquilles, vous pouvez les retrouver à la SAQ. Et pour nous, c'est un confort quand même de travail parce que un seul fournisseur, on peut être distribué facilement à Gaspé, comme à Gatineau, comme dans tous les coins du Québec. On travaille en vinification, on travaille principalement sur des levures indigènes,
Donc vous savez, quand vous prenez un lait de raisin, il y a une petite matière cireuse dessus. Donc ça s'appelle la pruine, et la pruine renferme des ferments naturels que la nature nous a déposés sur les grains de raisin. Donc ça, dedans, on va avoir des ferments qu'on appelle indigènes. Et en démarrant notre fermentation avec ça, on n'aura pas besoin d'apporter des levures externes. Donc on démarre, et puis si jamais ça ne prend pas, bah là on va s'aider avec des levures sélectionnées. Ensuite, on travaille exclusivement en cuvée inox, parce qu'on doit gérer et contrôler la température de tous les vins pendant la vinification. Le plus important dans les vinifications, c'est de contrôler cette température. Un vin blanc fermente entre 21 et 22 degrés Celsius par exemple. Si on monte à 25, bah, malheureusement on va perdre des arômes, on va perdre de la qualité. Donc il faut réussir à maîtriser tout ça. Et la cuverie est toujours maintenue à 15 degrés Celsius, ce qui nous permet de diminuer nos taux de SO2, de sulfite. Donc on a des taux de SO2 qui sont très bas dans les bouteilles. On n'a pas de sucre dans nos vins. Tous nos vins sont à 0 g de sucre, ce qui nous permet aussi de diminuer encore le taux de SO2. Il faut savoir que le sucre, c'est la nourriture des levures. Alors si on leur enlève la nourriture et que malgré nos filtrations, on a quelques levures qui passent dans la bouteille, ben, on n'est pas obligé d'augmenter le taux de sulfite pour éviter un problème de stabilité. Donc en travaillant comme ça, ça permet d'avoir un vin plus naturel. Donc il contient quand même du sulfite, mais qui reste... vous allez goûter tout à l'heure 5 cuvées différentes, avec 5 bouchées différentes. Vous allez voir un peu toute la diversité qu'on peut apporter. Et puis on travaille uniquement cépage par cépage. On a, comme les dates de vinification, de maturité, pardon, sont toutes différentes. Quand on a un cépage qui est prêt, là, dans 2 semaines, on va commencer à analyser le taux de sucre dans chaque parcelle. Et puis dès qu'on aura le taux de sucre voulu, hop, on va commencer la vendre et on va attaquer la vinification dans la foulée. Donc on doit faire cépage par cépage. Et après, on va faire nos assemblages. Je sais pas quelle heure il est. Nos fermentations durent environ 2-3 semaines. Et puis après ça, on commence à faire tout ce qu'on appelle l'élevage. Donc on fait des traitements au froid. Grâce au grand froid qu'on a à l'extérieur, on va sortir tous les cuves dehors. On va attendre que le vin descende à moins 4 degrés. Et tout le tartre va descendre tranquillement dans le fond de la cuve. Donc on va pouvoir éclaircir nos vins avec des méthodes le plus naturelles possible. On fait après un petit élevage en barrique. Donc là, derrière, ici, vous avez un fortifié. Il va être notre fortifié 10 ans, qui sera commercialisé dans 3 ans. Donc ça fait déjà 27 ans qu'il est en barrique. Alors ça c'est compliqué, ça coûte relativement cher parce qu'on a la fameuse part des anges, qu'on aimerait plutôt la part du démon parce que c'est vraiment très considérable, c'est 10% par an. Alors quand on met un vin pendant 10 ans en barrique, ben, l'équivalent du volume aura disparu dans les 10 années de vieillissement. Donc c'est vraiment très très important. Donc on sacrifie, tous les 6 mois on va sacrifier une barrique et avec ça on va remplir les autres barriques au fur et à mesure pour avoir toujours le même vin dedans. Et puis à la fin, ben, on aura peut-être que 5-6 barriques qui vont nous rester, qu'on pourra commercialiser sur notre 10 ans. On a ici une petite cuve par exemple, aussi un fût pardon, de parcelle de Petite Perle 2021, lui qui sera commercialisé que 2025. Donc là il est en pleine malolactique, donc ça c'est la transformation de l'acide malique en acide lactique pour dégrader l'acidité du vin naturellement. Mais c'est très long, ça va demander plus d'1 an à se faire. Et puis après, il y aura un élevage encore de 2 ou 3 ans de barrique, quand le vin sera plein de en bouteille. Mais là, ça c'est plus 21 qui sera mis en vente en 2025. Donc tout ça, ça demande un certain temps, une certaine gestion des stocks. Voilà, globalement, je fais le tour de la question. S'il y en a qui ont des questions. Est-ce que vous exportez votre vin? Non, ben, malheureusement, on pourrait, on aimerait, mais on n'a pas assez de vin. L'année dernière, on a tout vendu en 4 mois. Alors, c'est ça. Alors, vu que c'est vraiment compliqué d'exporter, bah, c'est sûr qu'on va préférer vendre localement. La bout de la terre, on va garantir. Si vous prenez la peine de renseigner une bouteille, oui, on a planté un peu là où il y a des jeunes vignes, un peu à droite à gauche, tous les petits pois qui traînaient, on a essayé de planter des vignes. Donc, elle a commencé à donner des vignes dans 3 ans, des raisins dans 3 ans. Et puis, on a des parcelles qui ont été plantées, on va augmenter la densité de plantation en fait et changer la taille. Alors au lieu de travailler en longueur comme ça, on va essayer de travailler plus en hauteur. C'est ce qui devrait nous permettre d'avoir plus de raisins. les cépages ibériques que vous utilisez, c'est lesquels? On a des frontacs noirs, gris et blancs, du Westphalia, Adélia, du Muscat, du Saint-Pépin, Petite Perle et de la Marquette. Donc on a actuellement 14 vins différents. Parce que pour moi c'est important que chaque vin ait vraiment une identité séparée, une personnalité différente. Et nos 4 cuvées signature, Lou, Nao, Emma et Margot, correspondent à mes 4 filles qu'on a associées à chaque enfant en fonction du caractère de chacune. Donc le premier que vous allez goûter, c'est Lou, c'est notre pré-ado de 13 ans.
On se méfie, c'est plus comme ça. Non, oui, mais je ne l'aurai pas ce soir, les gars. On va vous ménager. Quand que vous dites là, que vous traitez les bestioles là, comme les araignées, puis ça, c'est-tu traité biologiquement? On essaie dans la mesure du possible. Mais vous savez, la notion de biologique, c'est aussi très élastique. On peut prendre un produit biologique, mais on va peut-être devoir en mettre 3 fois plus s'il n'est pas efficace. Alors, est-ce qu'il faut mieux pas un produit plus chimique, donc on va mettre en petite quantité sur une période plus courte, et qui va mieux cibler notre problème? Alors, on est toujours à la recherche en fait de l'idéal. Et vous parliez tout à l'heure de votre eau chaude, que je sais que c'est efficace parce que nous autres, à la ville de Louisville, on l'a déjà utilisé pour désherber des étangs et l'eau chaude. C'est merveilleux. En plus, ça arrose la vigne. Oui. Ça permet de faire un beau traitement, c'est propre, etc. Oui. Mais ça aussi, on le fait quand c'est possible. Malheureusement, ça demande aussi beaucoup de personnel. Donc tout ça, c'est toujours des compromis. Hein. Entre ce qu'on veut, ce qu'on voudrait et ce qu'on peut. Oui. C'est bien, merci. Merci, monsieur. Bravo. Non, quand il est en cube. Quand il est embouteillé, c'est moins important, parce que normalement, le vin est censé être stable et terminé. Là, on a des cubes, celle-là, il y a encore du vin, celle-là derrière, il y a encore du vin. Donc là, pour garder une activité bactériologique et levurienne assez basse, en montant à 15%, à 15 degrés, bah, ça permet de les endormir. D'où vient votre expérience? Ça s'entend. Ça veut dire. Ça s'entend. Oui, mais non, mais ça ne vient pas de la France en fait. Nous, c'est notre 3e année où on a racheté le vignoble. Et avant en Europe, pendant 25 ans, j'étais sommelier. Et puis donc j'ai toujours nagé dans le monde du vin. J'ai accumulé pendant les 25 ans beaucoup de théories. Et puis là, maintenant, je mets en pratique. Mais quand on recommence à zéro, là, c'est comme un nouvel apprenti qui recommence, mais avec un bagage un peu plus important. Donc, pour être sûr de ne pas faire tout et n'importe quoi, on a des conseillers, donc on a un agronome et on a un œnologue qui me secondent pour contrôler mon travail et puis m'orienter aussi sur nos objectifs. Je me présente, je suis Bruno Saint-Maurice, je suis le président du Bloc québécois pour Berthier-Masquinongé, notre beau comté ici. C'est un plaisir de vous avoir, d'avoir avec nous notre député local, M. Yves Perron, d'avoir notre chef au Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet. On a aussi avec nous une panoplie d'élus locaux. On est vraiment chanceux d'avoir tous ces beaux gens, distingués avec nous. On a des membres et militants. On a aussi quelques candidats à l'arrière qui se présenteront prochainement aux élections qui s'en viennent. Donc, bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Mais vous n'êtes pas ici avec nous pour moi. Je pense que sans plus attendre... Ah oui? Ah, OK, bon, on va vous compter une petite joke à la place. Plus sérieusement, sans plus attendre, je vous présente Yves Perron. Et bonjour tout le monde. C'est vraiment le fun de vous voir. C'est comme super excitant, hein, parce que comme Bruno l'a dit, ça fait tellement longtemps on a été tellement longtemps sans faire de rassemblement. C'est comme des vrais. J'ai même donné des becs tantôt. Là. Écoute, je me sens même pas coupable. C'est magnifique. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être ici. Merci, bien sûr, à mon chef qui s'est réservé une date pour moi et qui a eu la flexibilité de la changer aussi, parce que vous savez qu'on devait se voir le 7 juillet. Mais il y a quelqu'un dans ma famille proche qui a eu la mauvaise idée d'avoir la COVID. Et on était dans les jours de contact, là, puis bon, vous savez qu'on est des grandes personnes raisonnables, fait qu'on n'a pas pris de chance. On a reporté aujourd'hui, donc merci Yves-François. Merci aux nombreux élus qui sont ici. Puis honnêtement, là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose de ce genre-là et où j'ai osé appeler tout le monde, puis j'avais pas de temps d'attente. J'étais agréablement surpris. Je présume que c'est le charisme de mon chef, peut-être plus que le mien, qui vous a attiré, je sais pas. Mais je prends ça comme une belle marque de confiance. Fait que je vais quand même prendre le temps de vous nommer. Nous avons avec nous, mesdames et messieurs, Christian Goulet,
qui est le préfet de la MRC d'Autry, le maire de la Valtrie. Nous avons André Villeneuve, qui est le maire qui nous reçoit ce soir, parce que nous sommes à Lanoret. Oui, bonjour. Nous avons M. Turcot de Mandeville, qui est avec nous. Nous avons M. Charbonneau de Saint-Damien. Nous avons Yves Germain de Saint-Didas. Je ne sais pas si je l'ai-tu vu, je ne l'ai pas vu. En tout cas, il devait être là peut-être. OK, oups. Louis Bérard de Sainte-Élisabeth. Merci d'être là. Audrey Boisjoli, qui en plus d'être une des mairesses, c'est ma mairesse. Donc, elle a une place privilégiée dans mon cœur. À chaque fois que je parle, je le dis. Mais les autres, je vous aime quand même. Tu sais, elle, c'est la mienne, c'est pas pareil. Mario Frigon de Saint-Gabriel-de-Brandon. Voilà. Sonia Desjardins de Saint-Norbert. Dans le fond là-bas, merci. Gaétan Gravel de Ville-Saint-Gabriel. Alain Goyette de l'île du Port. Ça, c'est pour la MRC d'Autry. Et pour la MRC de Masquinongé, on a des gens de partout. Hein? On a Régent Carl de Saint-Ursule qui est ici avec nous, qui se cache. Nous avons le préfet aussi de la MRC de Masquinongé, Jean-Yves Saint-Arnaud, qui est maire de Saint-Sévère. Yvon Deshaies, qui est maire de Louisville, et M. Gaétan Allard, qui est conseiller à Louisville, qui l'accompagne. Gérald. Oups, oui, excuse. Gérald. Ouais, c'est mal écrit. Roger Michaud, de Masquinongé. OK, mais c'est pas grave. Je l'aime quand même. François Bellil, qui est conseiller municipal à la Pointe-du-Lac, donc notre partie de Trois-Rivières. Et Guillaume Laverdière de Saint-Barnabé. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y en a qui m'ont fait une surprise? On est en sécurité, parfait. Nous avons aussi, mon président l'a nommé tantôt, deux aspirants, une candidate officielle, je crois, Mme Julie Boucher, qui va être candidate pour le PQ dans Berthier. Bonjour. Et nous avons Dominique Jolina, qui est candidat à l'investiture dans Masquinongé. Si on fait les choses convenablement, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça, hein? Alors, je vous remercie vraiment énormément d'être ici avec nous. Je tiens à remercier aussi M. Bruno Méril, qui est le propriétaire, qui nous reçoit de façon magistrale. Et évidemment, toutes les autres personnes qui sont ici parce qu'ils m'aiment, parce que c'est mes amis, parce que c'est des militants, parce qu'ils ont la cause à cœur. On apprécie votre présence et ça nous fait chaud au cœur. Oui, vraiment. Les militants de l'exécutif qui sont ici, je vois ma doyenne, ma mère politique, Lisande, qui est ici, là. C'est important. J'ai mon président Bruno. Hein? Qui d'autre que j'ai de l'exécutif? J'ai Huguette qui est ici, qui est en dedans. J'ai Victor, mon nouveau super jeune dynamique que j'ai recruté avant qu'il ait 16 ans, fait qu'il était pas officiel. Donc, là, il a eu 16 ans, fait qu'on va pouvoir rendre ça officiel. Fait que, on a une belle équipe. On a Lynn du bureau, évidemment, qui est ici avec nous. Il y a Thierry du bureau qui est ici avec nous. Et malheureusement, il nous manque Samuel, parce que le 7 juillet aurait été ici, mais là, il vient de se marier. Fait que j'ai pas été suffisamment cruel pour lui forcer à couper sa lune de miel pour venir ici, mais on va le reprendre la prochaine fois. Je pourrais vous parler d'un paquet d'affaires. Ça fait déjà presque 10 minutes que je parle. J'ai promis à mon chef que je parlais pas beaucoup. Je lui laissais la vedette. C'est difficile pour moi de faire ça. Mais sincèrement, je pense que vous êtes ici aussi parce qu'on a développé un lien de confiance et un lien de collaboration, et ça, je l'apprécie beaucoup de toutes les personnes qui sont ici ce soir. Je pourrais vous parler pendant toute la veillée de la confrontation un peu qu'on a eue Québec-Canada dans les derniers mois où on siégeait, où on s'en va continuer. Vous savez, le travail qu'on fait au Bloc québécois à Ottawa, c'est de préserver, on sauve les meubles. Hein? Je vais vous donner, juste le premier exemple qui me vient en tête, là, la représentation, le poids politique du Québec. Vous savez qu'on devait descendre à 77 députés, selon les chiffres statistiques. Nous avons osé présenter un projet de loi qui garantissait 25% des sièges à la Chambre des communes au Québec, comme la défunte proposition de Charlottetown il y a quand même pas mal d'années. Ça n'a pas passé, évidemment, mais parce que nous, on est là, puis on fait la pression, qui sont revenus, puis ils ont garanti au moins 78. On ne vous dira jamais qu'on est content de rester 78 parce qu'il en ajoute ailleurs. On baisse pareil de poids démographique. Et ça, c'est ce qui nous attend, là. T'sais, on ne pourra pas éviter ça. Toujours la baisse de pouvoir dans le Canada, mais on est là, on préserve les meubles. C'est un exemple de choses qu'on peut avoir dans le récent.
Dans les prochains mois, il va y avoir un affrontement important au niveau des langues, au niveau de la langue, sur les projets de loi. Vous savez qu'actuellement, il y a 2 projets de loi qui se travaillent, un à Québec, un à Ottawa, et les 2 vont dans le sens contraire. Alors, on a une loi au Québec qui veut protéger davantage le français, puis une loi fédérale qui va venir faire la promotion de l'anglais au Québec. À un moment donné, il faudra qu'on fasse nos choix. Je n'en parlerai pas plus longtemps que ça. Le message est clair. Localement, juste avant de m'en venir ici tantôt, on a eu une réponse pour la pétition sur les berges. Je vois plusieurs des maires là, qui nous avaient appuyés dans cette démarche-là. La réponse, elle est celle que j'attendais. C'est pas la responsabilité du ministère, peut-être, mais ils m'ont identifié un nouveau programme là, de protection des berges que je vais explorer, puis je vous donne l'information sous peu, mais ça veut pas dire que la lutte est terminée. On a d'autres étapes qui s'en viennent. C'est la même chose pour les tours cellulaires, des choses qui sont prioritaires dans la circonscription. Là. Remplir les trous cellulaires dans la circonscription. On continue à piocher pour demander un programme dédié à ça, pour venir combler, parce que c'est une question de sécurité publique. Il y a plusieurs enjeux. Je vois François, là, je pense entre autres aux enjeux d'eau potable dans certains secteurs. C'est sûr que c'est pas toujours clair au niveau juridictionnel, mais moi, j'ai un principe de base qui me dit que la moitié de mon portefeuille est à Ottawa. Donc, je suis pas tout le temps gêné de demander de l'argent pour faire des choses ici, tant qu'on laisse le Québec décider de ce qui se passe. Et un bonhomme qui est assez bon là-dedans pour défendre les intérêts du Québec, de façon gracieuse, je vous dirais. Ça ne doit pas y arriver souvent de se faire dire ça. Mais je pense que je viens de le dire. Alors, de façon élégante, élégante, c'est peut-être mieux. Parce que on est une opposition, vous savez, hein, on n'aspire pas à devenir le gouvernement du Canada. On fait partie de l'opposition, mais on est une opposition intelligente. Une opposition constructive. Et nous, quand on se lève, c'est pas pour crier que le gouvernement est pourri. C'est pour dire, écoutez, on a lu votre affaire, puis nous, il y a des choses qu'on ferait différemment. Pourquoi vous ne feriez pas ça de telle ou telle ou telle façon? Si vous modifiez ça, on va voter pour. Si vous ne le modifiez pas, et que c'est pas bon pour notre gang au Québec, on va voter contre. C'est comme ça qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Et ça fait assez longtemps que je parle. Je vous présente un homme pour qui j'ai un énorme respect. On se connaît depuis quand même un bon bout de temps. Hein? Vous savez que j'étais président du parti avant d'être député de Berthier-Maskinongé et que dans l'intervalle de ma campagne de 2015 et celle de 2019, il y a eu, je vais appeler ça comme ça, le recrutement d'un nouveau chef, un homme qui avait une situation professionnelle extrêmement confortable, qui a accepté de faire un saut dans le vide par force de conviction. Et ce que ça a donné, c'est des résultats extraordinaires qui ont ramené le Bloc québécois comme une formation politique reconnue à la Chambre des communes. Ça, c'est un exploit incroyable qu'on l'histoire reconnaîtra à mon chef et ami, Yves-François Blanchet, mesdames et messieurs. Merci, chef. Merci. La grâce, c'est moi. Je vous ai préparé un numéro de ballet classique. Là, Yves a raison. On n'est pas là pour crier que le gouvernement est pourri. On peut-tu le chanter, le murmurer? As-tu le droit? Ça leur arrive d'être un petit peu pourri. Normalement, on ne fait pas de bilan de politique d'été parce qu'il ne se fait pas beaucoup de politique pendant l'été. Mais l'année dernière, on l'a fait. Et je pense qu'on va le refaire cette année parce qu'il se fait de la politique, puis on va revenir sur certains éléments pendant l'été. Et ce qu'on voit, ce qu'on observe n'est pas nécessairement dans le sens des intérêts du Québec. Et je parle pas souvent, moi, de défendre les intérêts du Québec, je parle plus de promouvoir les intérêts du Québec. Parce que défendre les intérêts du Québec, c'est comme si on se plaçait dans une position, en effet, défensive, en réaction à ce que d'autres font, qui ne va pas dans le sens de ce qui est bon pour nous autres. Promouvoir, ça veut aussi dire mettre des idées de l'avant, des idées qui viendront de nous, qui pour l'instant, dans le cadre institutionnel canadien, permettent que le Québec tire le moins mal possible son épingle du jeu. C'est pas que défendre, mais c'est beaucoup défendre parce que c'est beaucoup en résultat ou en réaction, oui, quand même, à des attaques, mais on le fait toujours en faisant des propositions dont un nombre considérable a passé. Le gouvernement s'est suffisamment trouvé dans une position de devoir accepter des suggestions
du Bloc québécois, parce que c'est pas banal, par exemple, que la quasi-totalité des députés de la Chambre des communes du Canada aient voté pour la reconnaissance du fait que le Québec est une nation française. Ça n'avait jamais été obtenu, mais un gouvernement minoritaire, affaibli, face à un Bloc québécois qui avait, et je prétends qu'on l'a encore pas si mal, une crédibilité considérable, ça a contraint le gouvernement à des choses qu'il n'aurait jamais faites autrement. Et ça l'a aussi amené à faire une espèce d'alliance un peu étrange avec le NPD, où le NPD ne gagnera rien ultimement parce qu'ils vont y laisser leur âme, parce qu'ils n'auront aucun pouvoir de décision, parce qu'ils vont devoir avoir une stratégie qui est essentiellement de dire non, mais de voter oui, d'essayer de préserver une identité politique en s'exposant contre une proposition du gouvernement, puis ultimement voter en faveur de la même proposition qu'ils auront dénoncée pour essayer de préserver un fonds de commerce. Et ça nous amène au fait que, vous allez voir, je fais un petit détour, j'en fais toujours, ça nous amène au fait que il y aura peut-être dès 2023 une autre élection fédérale. Imaginez un environnement politique où Pierre Poilievre, qui a beaucoup de défauts, mais la maladresse n'en est pas tellement une, c'est un politicien redoutable, c'est un tribun redoutable, c'est un parlementaire d'exception, et c'est au niveau idéologique une bébite infréquentable. Infréquentable. Et lorsque la bébite infréquentable va devenir chef du Parti conservateur, le Parti conservateur va possiblement s'affaiblir de façon significative. Pas se diviser, puis ils vont partir, puis il y en a qui... Je ne crois pas tellement à ça. Le meilleur intérêt des députés conservateurs du Québec, c'est de se taire et d'aller s'asseoir en arrière à 180 000 $ par année, là. Mais le parti va être affaibli au niveau de la base électorale. Ça va ouvrir une fenêtre pour les libéraux qui vont pouvoir essayer de reproduire ce que Chrétien a fait, c'est-à-dire profiter de l'affaiblissement des conservateurs pour se frayer une trail vers un autre mandat. Et ça, c'est possible et ça nous oblige à être prêts, nous, à faire une campagne électorale dès l'année prochaine. Un petit détail de plus, comme par hasard, depuis les épousailles, fussent-elles éphémères, entre le NPD et les libéraux, les décisions libérales vont systématiquement à l'encontre de ce qui est la volonté du Québec. Que ce soit sur des pouvoirs en immigration, parce que c'est nous. Personne ne va contester qu'au quotidien, c'est pas l'État québécois, c'est les Québécois. C'est nous autres qui devons accueillir, intégrer, essayer de franciser, intégrer au niveau économique les gens qui choisissent et qui viennent vivre au Québec. Québec dit on veut plus de pouvoir en immigration, fin de non-recevoir. Toutes les provinces veulent des transferts en santé sans condition, mais le bon vieux déséquilibre fiscal est toujours en faveur d'Ottawa qui dit écoutez, grâce à mon ami NPD, je vais maintenir ma politique qui est de vous obliger à me vendre vos pouvoirs. Vous voulez que je finance la santé, j'impose désormais mes conditions, procédant d'un raisonnement étrange à l'effet que les Canadiens sont capables de faire des affaires que les Québécois sont pas capables de faire. Ils sont d'emblée plus compétents. Le gouvernement canadien paye quelques médecins dans l'armée, quelques infirmières et infirmiers dans l'armée, c'est tout. Le gouvernement fédéral ne gère pas d'hôpitaux, ne gère pas de médecins, ne gère pas d'infirmières. Mais il est meilleur que nous autres. Pourquoi? Parce que c'est Ottawa, bien sûr. Ils sont bien plus fins. Et cette espèce de tension-là entre toutes les provinces et Ottawa est soutenue par ce bon vieux déséquilibre fiscal. C'est un non contre le Québec. C'est une affirmation sans gêne de M. Trudeau. J'aurais aimé ça qu'ils nous le disent aussi franchement en campagne électorale, mais lorsque dans le débat en anglais, on a abordé la question, par exemple, du français, ou qu'on s'est fait traiter par le canal de ma petite personne de gang de racistes par la journaliste anglophone, ils n'ont pas dit un calice de mots. Ils n'ont juste rien dit. J'aurais aimé ça qu'ils disent tout de suite « Madame, vous avez raison, c'est des racistes, on va contester la loi pour renforcer la loi 101 que le gouvernement du Québec a déposée. » J'aurais aimé ça. Tu te la fais pousser, la fameuse colonne, là. J'aurais aimé ça. Mais non, il n'a pas dit ça. Mais maintenant qu'il y a une promenade main dans la main au parc avec le NPD, il dit ouvertement qu'il va financer la contestation de la loi 96 en Cour suprême. Il dit ouvertement qu'il va financer la contestation de la loi 21 sur la laïcité des institutions de l'État en Cour suprême. Il casse du sucre sur le dos du Québec. Parce que
c'est payant en Ontario. Et s'il est pour gagner une majorité, c'est en Ontario que ça va se passer. Et ça ne sera pas au Québec. Ça ne sera probablement pas au Québec, parce que la dernière fois qu'il a essayé au Québec, il n'a pas gagné de siège, il n'a pas perdu de siège. Mais tous les sondages de l'été nous ont mis en avant des libéraux. Le Bloc québécois a essentiellement sa meilleure séquence de sondage depuis 2018. Ça va pas mal. Avant celle du fédéral, il y aura une élection à Québec. Soutenir le Bloc québécois ne veut pas dire qu'on est automatiquement péquiste, même si les militants du Bloc québécois sont pas mal toujours des militants péquistes. Quelques-uns avec Québec solidaire, puis souvent des sympathies pour la coalition Avenir Québec. Tout ça est très légitime. Moi, je ne loge pas là. Moi, je suis un péquiste impénitent et probablement éternel. Je suis un héritier de l'époque de M. Lévesque. J'ai travaillé auprès de M. Parizeau. J'ai été ministre sous Pauline Marois. Je suis profondément convaincu, pas qu'il faut faire un référendum demain matin puis dire au monde, on va passer de 0 à oui. Dire qu'il faut inviter les gens à faire la réflexion. Comme disait un de mes amis hier, qui fréquente une gang de fédéralistes du milieu financier, il dit, on vous demande juste de réfléchir. Pourquoi vous refuseriez même de réfléchir à l'idée de ça? Et à plus court terme, il y a un autre enjeu qui est extrêmement important. Il y a quelque chose de fort intéressant d'abord, parce que, bon, évidemment, je connaissais déjà un tout petit peu Julie, je ne connaissais pas Dominique, très content de te rencontrer, et ils sont extrêmement représentatifs des candidats du Parti québécois qu'on a appris à découvrir dans les derniers mois. Dans la grande majorité des cas, un peu comme le Bloc l'a fait en 2019, du monde qui n'ont jamais été candidats dans une élection, qui sont totalement conscients qu'ils s'en vont monter une côte en bicycle avec le vent d'en face. Ils sont parfaitement conscients qu'ils ne gagneront pas toutes, là. Si quelqu'un me dit qu'il va y avoir 80-82 députés péquistes à la prochaine élection, moi, je dis, tu as trop fait de tests de vin. Et ils le savent. Moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde ça, puis je prends des notes. Parce que cette gang de jeunes candidats qui auraient pu continuer à faire leur petite vie tranquille, puis qui foncent dans un bateau qui va se faire brasser solide durant la campagne électorale, non seulement ça mérite le plus grand des respects, mais c'est la démonstration que l'idée que nous portons va être reprise par une nouvelle génération de gens qui vont faire la politique désormais et à leur manière. Et ça, l'année prochaine, on va s'en rappeler au Bloc, clairement. Puis après 2022, il y aura 2026. L'avenir dure longtemps. Et moi, j'ai énormément de respect pour ces jeunes-là. Et je leur ai offert mon aide. Je fais le tour du Québec. Je rencontre des candidats du Parti québécois. On fait des assemblées là où ils veulent faire des assemblées parce que je pense qu'ils méritent ce soutien-là et qu'on va le leur donner. Maintenant, dans le bilan d'Ottawa de cet été, il y a plusieurs affaires. Rapidement, deux choses. La fameuse turbine. La fameuse turbine réparée par Siemens à Montréal, dont Gazprom, l'entreprise russe qui est probablement plus corrompue qu'une pomme après la neige au printemps puis est restée à terre. Le gouvernement fédéral a dit on va autoriser une exception aux sanctions imposées à la Russie en permettant l'envoi de la turbine à Gazprom. Ne soyez pas surpris. Les sanctions internationales sont souvent des éléments qu'on annonce tant qu'on n'a pas besoin de les appliquer. Ce n'est pas des individus qui font geler leurs avoirs. C'est des enjeux à caractère économique différents. Est-ce que c'était une bonne idée de l'autoriser? On pourrait débattre. A priori, on peut prendre une position morale qui dit non, les Russes, c'est des écœurants, on ne lui donnera pas la turbine. Ce faisant, on va avoir un impact économique possible, non démontré, sur l'économie allemande, l'économie européenne, conséquemment l'économie mondiale. Peut-être que là, il y a un enjeu significatif qui mérite une réflexion. Quand le gouvernement de M. Trudeau a dit « OK, on envoie la turbine », les États-Unis ont salué le geste, l'Union européenne a cautionné le geste, l'Allemagne était évidemment très content, l'Ukraine était évidemment en beau torieux.
Le Bloc québécois aurait pu faire la game que les conservateurs et le NPD ont fait, puis dire on va déchirer notre chemise, puis on va dire il faut annuler l'autorisation d'envoyer la turbine. Ça aurait été cute. Et ça aurait été irresponsable. Qu'est-ce qu'on gagne comme formation politique qui parfois détient un bout de la balance du pouvoir à adopter une position dogmatique plutôt que de dire venez en comité parlementaire, expliquez-nous pourquoi vous en avez besoin. Et est-ce qu'on peut développer des conditions pour la suite de cette affaire-là? Si la Russie fait ceci ou ne fait pas cela, il n'y en aura pas une deuxième. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? La Russie, qui avait utilisé ça essentiellement comme prétexte, n'a simplement pas pris livraison de la turbine, faisant passer tout ce beau monde-là pour un peu une gang de bouffons qui se sont fait manipuler. Le Bloc québécois a eu des conversations, moi, personnellement, directes avec l'ambassadrice d'Allemagne, l'ambassadrice d'Ukraine. Et ma job, dans ce contexte-là précis, c'était ce que j'appelle, sans aucune gêne, la diplomatie de l'indépendance. Vous savez, on parle souvent de souveraineté. Moi, je parle de reprendre la réflexion sur la souveraineté. Je parle d'écrire une constitution qui définirait ce que serait la souveraineté. Mais c'est comme si on en parle en disant « Oh, c'est super le fun ». Mais on n'est pas dans les gestes, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans l'écriture de papier qui précise ce que c'est. C'est comme si, ben, quand tu me le demanderas, je te dirai oui, tu m'as fait semblant de militer en attendant. Il y a des choses à construire. Moi, je pense que dans 10 ans, le Québec va être indépendant. Le plus sérieusement du monde. Je pense que dans 10 ans, le Québec va être indépendant. Ça a l'air long, 10 ans. Le dernier référendum, c'était il y a 27 ans. 37 ans. 30 ans. 27 ans. Ouais. Mathématiques, pas bon, hein? Des économistes au caucus, c'est bon. Je pense que ça va se faire. Et je pense qu'on a le devoir de donner au monde l'image de gens d'État qui auront un comportement responsable, qui seront de bons alliés. Être de bons alliés, quand ton voisin est américain, ça peut vouloir dire on va tirer au poignet, mais gâche pas trop sur toi-même. Et ça peut vouloir dire tirons le meilleur parti possible de ce que c'est, parce que la diplomatie, c'est de ne pas être capable d'imposer une décision à autrui par contrainte. Il faut que tu lis « Amen ». Je pense que c'est notre job de démontrer à la communauté internationale qu'on sera des partenaires sérieux. Et ce qui va sortir du fameux comité va pas possiblement être décidé par le Bloc québécois, qui se sera exprimé sur un enjeu précis qui a fait la manchette des journaux mondiaux et qui permettra à beaucoup de gens de découvrir qu'il y a un parti qui représente les intérêts du Québec, qui suggère la souveraineté du Québec et qui a adopté une position raisonnable mais rigoureuse dans un dossier qui aura fait la manchette à l'échelle internationale. C'est notre job. Ça veut dire qu'on travaille vraiment dans la perspective de la souveraineté. Travailler dans la perspective de la souveraineté qui arrivera au moment et à la vitesse où les gens la voudront. On ne la passera pas dans la gorge à personne. Ça veut aussi dire d'être vigilant. On a un autre dossier qui a levé ici dans la région. Moi, quand je l'ai vu au départ, j'ai contacté René Villemur, moi j'ai dit « mais ça n'a aucun sens ». On est tous habitués à ce que les sites Internet qu'on fréquente enregistrent un peu nos données, sachent un peu qui on est, accumulent ça, vendent ça à des entreprises qui vont nous envoyer une pub précise, ciblée. On vit avec ça. Ça nous gosse, mais on vit avec ça. Mais que le gouvernement, l'État, l'institution qui est là pour nous représenter et nous protéger, nous espionne. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on est rendu, qu'on dort sur le coin de la table au point que la Gendarmerie royale canadienne dispose de façon admise de logiciels espions qu'ils admettent aussi être capables de placer dans le téléphone de n'importe qui, à son insu, pouvant avoir en direct tout ce qu'il y a sur l'écran du téléphone, entendre toutes les conversations et consulter les sites Internet fréquentés dans le passé. Pas un film, là. Ça, c'est la réalité. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas vu les mandats, on ne sait pas ils ont été accordés par quel juge. On sait par contre que le Canada était collaborateur dans l'espionnage
de politiciens de Catalogne, parce que la Catalogne est animée par un mouvement indépendantiste pour quitter l'Espagne, puis le Canada a été complice. On n'a pas d'autre réponse. Et là, on commence à regarder d'autres éléments. Il y a la GRC, mais il y a le SCRS. Petit frère vaguement bâtard, un peu plus discret, mais probablement nauséabond. C'est le service canadien de renseignement de sécurité. S'il y a quelqu'un qui fait de l'espionnage, c'est probablement eux autres. À la question posée à la GRC, est-ce qu'il y a des parlementaires qui ont été l'objet de surveillance par la GRC? La réponse a été oui. Et on n'a pas encore posé la question au Service canadien de renseignement de sécurité. Moi, j'assume que mon téléphone est passablement fréquenté par des gens probablement très sympathiques et unilingues anglais, mais on est là. Et à la question, et ça, il faudra l'utiliser, le fréquenter, l'aborder avec énormément de prudence et un sens des responsabilités. Je ne suis pas inquiet, René Villemure a ce sens des responsabilités-là. Il y a quand même un expert en sécurité qui a dit qu'il y avait des parlementaires canadiens qui collaboraient avec des puissances étrangères. C'est pas rien. Il y a là quelque chose qui commande un respect des institutions, même si ce n'est pas les nôtres, une prudence, un sens des responsabilités qui interdit de délirer en politique partisane. Mais c'est pas vrai que le Québec, incidemment encore partie du Canada, on travaille là-dessus, peut être l'objet de surveillance par une police qui pourrait agir, même seulement par moment, comme une police politique. Ça a failli passer tout droit. Ça a failli n'être relevé par personne. C'est René Villemure qui a demandé le comité, qui a veillé à ce que les bonnes personnes soient présentes et qui a posé les questions dont on doit se préoccuper. Ça, c'est avoir le sens des responsabilités. C'est faire ce qu'on a à faire dans l'intervalle d'avoir nos propres institutions sur ce genre d'enjeu. Et c'est le Bloc québécois qui fait ça. Avant, on a reproché un certain temps au Bloc québécois d'être devenu un peu institutionnel parce que c'est une machine qui grondait, qui roulait bien, avec beaucoup de députés à Ottawa, puis ça faisait des années, puis on avait l'impression que ça allait rester de même pour toujours, puis que c'était correct, puis que la souveraineté, c'était, ben, à un moment donné, peut-être. Je ne m'inscris pas trop dans cette approche-là. On est conscient au Bloc québécois qu'on est temporaire, mais pas temporaire, hey, vous devriez déjà pu être là. On fait dire ça à M. Bouchard, on fait dire ça à M. Lévesque post-mortem. Temporaire, c'est en attendant l'indépendance. La dernière fois que j'ai vérifié, elle n'était pas faite. Fait que si mon calcul est exact, dans 10 ans, on va devenir inutile, mais pendant 10 ans, on va être dangereusement utile. Puis dangereusement utile, ce sera aussi pour donner à l'Assemblée nationale du Québec quelque chose qu'elle n'a plus. L'Assemblée nationale du Québec, pour faire des gains, pour protéger le Québec, pour protéger les valeurs du Québec, que ce soit la liberté d'enseignement, la liberté d'expression, la laïcité des institutions de l'État, le français dont on a vu aujourd'hui qui recule, puis recule, puis recule. Au point où, moi, ma réponse va être que le gouvernement canadien et Justin Trudeau ne peut pas être neutre. Il ne peut pas dire « je me mêle pas que ça avance ou que ça recule le français ». Il ne peut pas prétendre que le français ne bouge pas. Fait, dans ce sens-là, tu es d'un des deux bords de la clôture. Tu vas aider aux Français ou tu vas nuire aux Français. Dans la mesure où, de toute évidence, le gouvernement Trudeau n'aide pas aux Français, en toute connaissance de cause, il nuit aux Français. C'est presque mathématique. Là. On pourra pas dire tu viens de faire une phrase partisane de Vlimeux, là. C'est pas neutre, ça bouge. Fait que tu vas aller d'un bord, ou ben donc tu vas aller de l'autre bord. Puis nous, on va dire aux gens de quel bord ils vont. Parce que c'est de plus en plus clair. Québec veut intervenir sur un certain nombre d'enjeux. Qu'est-ce qui se passe toujours depuis 50 ans? Québec dit « je veux ça » ou « je veux pas ça ». Ottawa, check, puis il dit « ouais, il y a pas mal d'indépendantistes. Hein. Il faudrait pas les aider. » Et il fait des compromis. Et concède des gains et des choses au gouvernement du Québec. Imaginez une Assemblée nationale où il ne resterait que des souverainistes à temps partiel de QS et 1, 2, 5, 11 péquistes. Le rapport de force de l'Assemblée nationale face à Ottawa
serait celui qu'on observe depuis à peu près 2 ans de façon très claire. C'est se faire dire non. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec dit « Voici mes revendications. Si vous ne me les accordez pas, je vais rien faire. » Parce que je n'ai pas la gang d'aguissables, d'indépendantistes en arrière qui vont vous obliger à plier. Le Québec doit réfléchir sérieusement à la nécessité de maintenir un contingent significatif de gens pour qui l'indépendance est la finalité de la démarche. Sans ça, il n'y aura aucun respect d'Ottawa. Les gains qui ont été faits à Ottawa depuis quelques années, c'est parce qu'il y avait 32 députés souverainistes qui se levaient puis qui les confrontaient. N'abandonnez pas ça à Québec. N'abandonnez pas Québec à une gestion dont la portée se limite avec une habileté peut-être correcte, on en débattra, sur les 3 prochains mois ou sur une future prochaine élection, ou c'est qui va vouloir devenir chef à la place du chef. On n'a pas les moyens de ça. Comme nation québécoise, nous n'avons pas les moyens d'avoir dans le Parlement national une formation politique pour qui le nationalisme a comme finalité d'envisager l'indépendance. On n'est pas tous souverainistes aujourd'hui. On ne le sera jamais tous. On sera peut-être plus que 50% à un moment donné. Moi, je suis assez confiant. Ce que je demande aux gens, c'est de garder la porte ouverte à cette nécessité de réflexion et de faire la réflexion, parce que notre travail à nous, ce sera d'alimenter cette réflexion-là. Il y a un 3 octobre qui s'en vient, il y aura un 4 octobre, il y aura un automne 2023, il y aura un automne 2026. Puis une couple d'années après, peut-être dans le bout d'une fête nationale particulièrement joyeuse, il y aura peut-être une première célébration d'un choix auquel tout le monde ici aura pu participer. Ça s'appellera peut-être l'indépendance du Québec. Alors, messieurs, dames, merci d'être ici. Merci Bruno pour l'accueil. Je vais revenir parce que je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Bon, mais je vais revenir pareil. Messieurs, dames, merci beaucoup. Yves, merci beaucoup. Oh, c'est long. Bon, je vais pas besoin de revenir. Un cadeau de produits locaux pour la visite du chef. Puis on s'amuse, on jase. À moins, je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions. On peut faire ça aussi. Oui. Hey, je vais mettre ça là. Oui, oui. Je t'en ai pas parlé avant. Donc, je te dis que j'aime les questions parce que quand je réponds à une question, je suis sûr que ce que je dis intéresse une personne. Oui, monsieur. Aujourd'hui, il tombait une bombe dans l'actualité. C'est un rapport vous en avez fait allusion tantôt, un rapport de Statistique Canada, qui montre que le français recule au Québec, à Montréal et au Canada dans son ensemble. Alors je crois que ça devrait vous apporter de l'eau au moulin, ainsi que notre futur député au provincial, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est partie à l'investiture de sa collègue dans Joliette. OK. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire là, aux communes dès que vous allez rentrer là, pour mettre ça en évidence, ce recul du français? Beaucoup de réponses à ça. D'abord, ce que vous décrivez comme une bombe se produit régulièrement. Des démonstrations démographiques et statistiques de ce qu'on appelle le recul du français, il y en a tout le temps. Puis là, on s'indigne, puis on se fâche, puis on se fâche. Ottawa a appris à s'en foutre complètement. Il a envoyé Pablo nous baragouiner comme quoi, oui, le français, il aime profondément, et blablabla, puis c'est fini. Parce que toutes les législations fédérales vont contre les intérêts du Québec. Parce que le fédéral va même mettre en place, dans son intention, une loi qui va affaiblir la capacité du Québec d'intervenir en matière linguistique sur le territoire québécois. Parce que le fédéral, moi je suis très ouvert, je n'ai pas peur de l'immigration. Il y a un paramètre précis, c'est notre capacité de les intégrer au plan économique et linguistique. D'ailleurs, tu ne peux pas les intégrer au plan économique si tu ne les intègres pas au plan linguistique, à moins de les intégrer en anglais. Et ça ne nous sert pas. Puis l'autre élément, j'ai envie de jouer avec les mots sur beaucoup de dossiers. Parce que on va s'en aller peut-être dans un an, dans notre 3e élection en 4 ans.
On va avoir l'air d'une vieille affaire un peu. Même moi, je vais avoir l'air d'un vieux chef, 3 élections, d'une vieille patente. Mais notre programme est encore jeune, notre programme est encore nouveau, c'est encore tout frais. Et souvent, c'est juste les mots que tu choisis pour dire les choses. Dire « le français recule », c'est de fixer comme objectif qu'il ne recule pas. Moi, je ne veux pas que le français ne recule pas. Je veux qu'il avance. Je veux pas qu'on ait des statistiques qui disent « Hey, regardez, c'est correct, ça n'a pas bougé dans la dernière année et demie. » Je veux un jour qu'on dise « Hey, c'est donc le fun, le pourcentage des nouveaux Québécois qui choisissent de vivre en français a augmenté. » C'est ça que je veux. Je veux pas qu'on soit dans une posture défensive, je veux qu'on soit dans une posture de progrès dans l'affirmation de qui on est comme nation française. Et encore une fois, il faut arrêter de faire 1000 compromis. Trudeau n'aide pas le français. Conséquemment, il nuit au français. Et une conséquence connue fait partie de l'intention. Il nuit sciemment au français. En essayant d'ailleurs, ça va être compliqué à gérer, de faire un conflit entre les Autochtones et les Québécois, en disant que les fonctionnaires fédéraux pourraient ne pas avoir besoin de parler une langue officielle canadienne, ni français ni anglais. Mais au Canada, tu connais l'anglais comme aux États-Unis, ça va de soi en partant. Qu'est-ce qui prendrait le bord? C'est le français. Ah, évidemment, les Autochtones vont dire, à la base, on ne peut pas être contre ça. Puis nous autres, on va dire, un peu, on peut ajouter des langues dans le cursus, là, mais on ne peut pas enlever l'obligation de parler le français. Et ça, c'est vraiment le genre d'approche qu'ils ont. J'ai l'impression qu'il y a certains de ces députés qui ne réalisent pas comment les stratégies libérales sont souvent vicieuses. Mais on ne s'assoira pas sur nos mains. On va prendre le risque, encore une fois, de se faire traiter de toutes sortes de patentes. Mais on va le faire en disant, nous allons porter les intérêts de la nation québécoise, quel que soit le prix. On a mangé des shots. On a mangé des shots depuis qu'on est là. Sauf que les Québécois ont bien lu ce qu'on fait et nous ont soutenu un appui qui, semble-t-il, présentement, est plus élevé que jamais. Oui, monsieur. Moi, c'est pour vous féliciter d'emmener la parole des Québécois, l'emmener directement à l'Assemblée nationale, que vous êtes capable de nous représenter. Pour moi, là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Blanchette, pour moi, c'est un honneur parce que on sait que quelqu'un qui est capable de nous représenter à Ottawa. Chambre des communes, parce que le Québec, on a besoin des gens de Ben, d'une part, c'est gentil, mais il y a des choses qu'on peut dire assez crûment. Des choses qu'on peut dire assez crûment dans la vie, mais j'ai cette habitude-là, sans être impoli, de dire les choses de la façon la plus courte possible. Ça les a choqués un peu. Ça les a choqués quand je leur ai dit « Nous siégeons dans un Parlement étranger ». On peut être fédéraliste si on veut, mais à partir du moment où le Canada reconnaît que le Québec est une nation, il reconnaît qu'il y a dans la Chambre des communes d'Ottawa plus d'une nation. Si tu appartiens à la nation québécoise, que ton parti porte l'idée de la souveraineté du Québec et que tu sièges à Ottawa, tu sièges dans une autre nation. Tu es dans un Parlement étranger. Pas nécessairement hostile, mais c'est un Parlement étranger. Moi, j'ai siégé à Québec, on se pognait solide, là. Mais il y avait une espèce de camaraderie. On était un peu la même gang avec pas les mêmes opinions. À Ottawa, franchement, 75% des députés de la Chambre des communes, je les croiserais sur le trottoir et je ne saurais pas que c'est des députés. Il n'y a pas cette familiarité-là. Il n'y a pas de communauté parlementaire comme telle à Ottawa. Ça n'existe pas comme ça existe beaucoup à Québec. Ça les a choqués un peu quand j'ai dit ça. Puis je pense qu'ils n'aiment pas beaucoup ça quand ils passent en avant de mon bureau, parce qu'en avant de mon bureau, il y a le drapeau du Québec, mais il y a aussi le drapeau des Patriotes. J'ai trouvé ça merveilleux de mettre le drapeau des Patriotes dans le Parlement canadien. c'est qu'on est bien représenté à Ottawa. Vous êtes gâtés, vous autres, avec lui, là. Parce que tous ces défauts, c'est nous autres qui les subis. Pour vous autres, regardez ses qualités. Oui, monsieur.
Oui. Tout le monde du Québec va être extrêmement fier de ce qu'on a réalisé à Manicouagan. C'est le génie québécois à son meilleur. Il y a là-dedans, on pourra en discuter des heures de temps, toutes sortes d'innovations, toutes sortes de développements extraordinaires. Mais moi, face à ça, Muskrat Falls, il passe pas. Il va nous coûter à nous, Québécois, Canadiens, des milliards et des milliards de dollars, puis ils ne seront pas capables de le vendre, leur électricité, parce que ils ont déjà défoncé tous les budgets possibles, imaginables. Alors, il faudrait qu'ils vendent l'électricité quelque chose comme 50-60 cents le kilowatt. On s'en va où avec ça, là? Ben, sans l'intervention du gouvernement fédéral, on s'en allait à la faillite de Terre-Neuve-Labrador. Ah ben oui, mais ça, Il y a déjà eu une autre province qui a passé proche de faire faillite, c'était l'Alberta. Puis, il n'aimerait pas ça qu'on le dise, là, mais c'est le Québec qui les a sauvés. Puis quand ils ont fusionné ou ils ont revu la relation entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, c'était parce que les finances du Bas-Canada ici étaient nécessaires pour rescaper celles du Haut-Canada. Bon. Le gouvernement fédéral est rendu à au-delà de 13 milliards, je dis de mémoire, de prêts, semble-t-il, à Muskrat Falls. Mais un prêt dont on sait en partant qu'il ne sera jamais remboursé, c'est pas un prêt, c'est une subvention. De cette subvention-là, il y a donc à peu près 22 % qui vient du Québec. Donc le Québec va mettre quelque chose comme 2,5 milliards, 3 milliards dans Muskrat Falls, va financer un concurrent d'Hydro-Québec dans lequel le fédéral n'a jamais mis de maudite scène. On ne dit pas au fédéral de mettre l'argent dans Hydro-Québec. On dit de ne pas en mettre dans Muskrat Falls. Le Québec pourrait être bon joueur. Moi, j'avoue, j'aurais une tentation vers un relativement bon joueur, pas de dire à Terre-Neuve-Labrador, on garde le vieux dé, la 2 cents, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir sur du plus long terme, on va trouver une manière de travailler. Maintenant, Muskrat Falls vient avec d'autres inconvénients, mais pas sûr que ça marche. Il y a des enjeux d'ingénierie, il y avait des enjeux de transport. Il avait d'abord fait un contrat avec une firme italienne pour le transport d'électricité avec des câbles qui ne marchent pas. À un moment donné, tu te magasines du trouble. Là. Si tu couches les fesses une tête, tu risques de tousser. Ça arrive. Et ils se sont fait ça beaucoup. Ils ne se sont pas couverts, ils n'ont pas fait attention. Ils ont développé un projet dont le principal argument, c'était de miser sur l'isolement des intérêts québécois au bénéfice des intérêts canadiens. Ça a donné ce à quoi on est confronté, mais on ne peut pas autoriser ça. Puis je reviens vite sur un autre aspect. Le Québec est un développeur de technologies énergétiques propres. Pas parce qu'on est plus fin que d'autres, mais parce que notre géographie nous le donne. Ça se remplit quelque part, ce fleuve-là. On a une capacité hydroélectrique exceptionnelle. On est peut-être allé au bout de ça. Dans le sens qu'on ne peut pas constamment noyer des territoires, puis noyer des communautés autochtones pour produire de l'hydroélectricité. Mais depuis, on a fait autre chose. On est devenus des experts dans d'autres types d'énergie, dans d'autres technologies propres. La planète a un besoin grave de technologies propres. L'Asie, la Chine, l'Afrique, l'Amérique latine ont besoin de technologies propres. Le Québec est un développeur de ça. On a un marché mondial extraordinaire pour une de nos plus grandes compétences. L'argent dont on a besoin pour développer ça, pour créer de la richesse par les technologies vertes qui ont beaucoup plus d'avenir que le pétrole, mais cet argent-là, à hauteur de n'importe quoi, entre 8 et 20 milliards par année, s'en va pour soutenir le pétrole de l'Ouest. Puis là, on nous dit, vous en avez besoin de notre pétrole, boudez pas notre pétrole. Ils ne nous le vendent pas une scène moins cher qu'à qui que ce soit d'autre, là. Brisez ça, cette ballonne-là. On paye le pétrole de l'Ouest le même prix que n'importe qui. Mais on le subventionne à coups de milliards, sans retombée économique au Québec, puis parlez-moi pas d'un tuyau. Le tuyau, une fois qu'il est construit, il ne sert plus à grand-chose à part faire passer quelque chose dedans. Les seuls gens qui travaillent dessus, c'est très peu de gens pour l'entretien, puis ceux qui s'émoustillent comme des fourmis quand il arrive une catastrophe. Les catastrophes environnementales n'arrivent jamais jusqu'à ce qu'elles arrivent. Alors, le Québec a un potentiel qui est inhibé par le modèle économique canadien, qui est basé sur l'exportation de la ressource naturelle de base, qui est le pétrole de l'Ouest canadien, au détriment des intérêts du Québec et des secteurs industriels de l'Ontario et du Québec, pour lesquels un dollar canadien très fort est nuisible.
Fait que quand on parle de péréquation, on peut s'asseoir pour faire beaucoup de mathématiques. Puis les gens, d'ailleurs, qui sont les plus hostiles souvent à la souveraineté, ou qui vantent le plus la nécessité de rester tributaire de la péréquation, sont du monde du milieu des finances. Et je trouve ça très singulier, parce que j'ai envie de le dire, es-tu en train de me dire que tu es inutile? Es-tu en train de me dire que si on gérait nous-mêmes notre propre argent, on aurait un moins bon rendement sur notre argent qu'en le confiant à des étrangers? Quelqu'un qui est dans le milieu de la finance puis qui me dit t'es mieux de donner ton argent à quelqu'un d'une autre juridiction, je vais trouver ça très étrange. Je suis profondément convaincu que quand tu fais le calcul de péréquation, moins la partie qu'on met nous autres mêmes dedans, moins la partie qu'on met dans le pétrole de l'Ouest, le reste est une question de simple rendement, sans tenir compte des économies dans un paquet de doublons administratifs entre des ministères qui non seulement ne se complètent pas, mais se concurrencent. Et il n'y a pas plus perte d'argent que lorsque deux institutions à mandat similaire se concurrencent l'une l'autre. Voilà. Longue réponse, mais... Désolé. Pas une autre question? Ah. Hein? Le climat, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Avez-vous le réchauffement de la planète, puis beaucoup de choses à l'Assemblée qui En fait, bon. Ce qui est reconnu comme un des meilleurs outils pour lutter contre les changements climatiques, c'est l'obligation imposée aux grandes entreprises de modifier leurs pratiques pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La méthode, moi, en 2013, j'ai signé l'entente Californie-Québec. J'étais ministre de l'Environnement. J'étais sûr que ça allait durer 1 an, 2 ans, puis quelqu'un allait trouver quelque chose de meilleur. Encore aujourd'hui, c'est un modèle assez bon que même le fédéral dit on pourrait l'envisager. Pas si pire. Maintenant, il faut aller plus vite, il faut pousser plus fort pour que les entreprises, puis là, les journaux parlent toujours de qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qui a été élevé. Le but de la bourse du carbone n'est pas d'aller chercher de l'argent, même si ultimement tu vas chercher de l'argent et tu l'as réinvesti dans la conversion. Le but, c'est que les entreprises changent leurs pratiques. Mais même si on réussissait à tout contrôler demain matin, 1,5 degré en 2050, ce qui n'arrivera pas, il y aura quand même un réchauffement. Parce que les océans ont accumulé de la chaleur qu'ils vont relâcher au gré des prochaines... Ça prend autant de temps à relâcher que ça a pris de temps à accumuler. Ça vous donne une idée de combien de temps ça va continuer à se réchauffer encore. Mais on peut contenir le pire de ça. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Et je soupçonne méchamment qu'il y a des gens qui s'en sacrent. Il y a des gens qui ont les moyens de se prémunir, eux, personnellement, contre les effets des changements climatiques, qui vont laisser aller les appauvissements, les catastrophes naturelles plus fréquentes, la radicalisation, la polarisation des phénomènes météorologiques, les migrations climatiques qui commencent à exister de façon très importante. C'est des dizaines de millions de personnes qui vont se déplacer puis dire « Moi, il faut que j'aille à quelque part, je ne peux pas rester où j'étais. » Il y en a qui vont venir ici, il y en a qui vont aller aux États-Unis, il y en a qui vont aller en France, il y en a qui vont aller partout. Peut-être au-delà de la capacité d'intégration harmonieuse. Il y a des gens qui disent « Tout ça, moi, je m'en fous. Mon bateau, là, qu'il soit sur 3 pouces de plus d'eau ou 3 pouces de moins d'eau, il va flotter pareil. Mon champagne va être là pareil. La vie va être belle. » Et il s'en sacre. Et c'est très difficile de réussir à monter une politique qui va casser cette indifférence-là de ceux qui bénéficient de la situation actuelle. Oui, monsieur. Moi, je suis dans l'oralité. Mon maire est ici. Moi, j'ai une question à vous poser. On parle fédéral. Je suis 100% avec vous, 100%. Que vous puissiez prendre soin du Québec. Mais présentement, que pensez-vous du gouvernement qu'on a présentement? Croyez-vous qu'il va faire un bon travail pour le Québec jusqu'à la séparation dans 10 ans? Le gouvernement du Québec actuel? Actuel. À ma connaissance, il n'est pas souverainiste. Non, ça c'est... Il y a du monde qui, entre 2h30, 3h moins quart le matin, fantasme que M. Legault va se lever un matin puis redécouvrir la flamme indépendantiste en lui, puis c'est lui qui va faire l'indépendance. Même Fitzgibbon va se convertir. Bon. OK, arrêtez de servir du vin. Ce n'est pas un gouvernement indépendantiste, c'est un gouvernement qui fait le test du discours nationaliste en espérant qu'il soit suffisant. Le test de la réalité dit que ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font est mauvais. Je dis que ce raisonnement-là
achoppe lorsque tu n'es pas prêt à prendre des mesures pour imposer ta volonté. Puis, si tu ne m'écoutes pas, ce sera ça. Puis ça remonte à, écoute, Daniel Johnson père, là, égalité ou indépendance, c'est pas hier matin. Ça fait longtemps que l'enjeu de la souveraineté oblige Ottawa à donner au Québec un respect qu'il n'aurait pas autrement. Puis pour le reste, je ne veux pas faire le procès de la coalition Avenir Québec, je me garde une petite gêne, mais je vais assurément voter pour ma candidate péquiste. Ça, je suis d'accord avec vous, mais il reste que présentement, des autres gouvernements qu'il y a, c'est pas fort. Pas du M qui va mener le Québec demain, là. Dieu nous en Le préserve. Parti libéral, j'espère. Et le PQ a beaucoup de travail à faire. Oui, mais là, les électeurs québécois vont voter le 3 octobre. On n'a pas de contrôle sur comment ils vont voter le 3 octobre. Les indications actuelles suggèrent qu'ils vont élire un gouvernement de la coalition Avenir Québec. Il peut se passer beaucoup de choses dans une campagne électorale. On a commencé l'été 2019, on était à 13-14 % des intentions de vote. On a fini à 32-33 %. On a réussi à faire virer les choses beaucoup lors des débats. Il faudra que Paul soit exceptionnel lors des débats. Et il peut se passer beaucoup de choses en très peu de temps en politique. Donc, on ne jette jamais la serviette, on n'arrête jamais de travailler, mais c'est les électeurs qui vont décider en 2022. Puis après ça, ben, ils vont avoir une autre décision à prendre en 2026. Il va s'être passé beaucoup de choses. Dernière question. Juste 3? Ça va être la dernière pour vrai, par exemple. C'est que c'est sûr que les Québécois, on va parler des Québécois, vont supporter un gouvernement qui fait avancer le Québec. Là, présentement, ce qu'on a devant nous autres, on a comme 4 partis qui, je ne sais pas ce qui s'en vont. Ils avaient beaucoup de travail à faire pour ramener le Parti québécois à l'équivalent de la CAQ, on va l'appeler la CAQ, pour faire le travail au Québec. Moi, j'entends trop de questions dans votre question. Je vous dirais simplement qu'on a déjà été confronté à une situation où on nous a dit qu'on avait beaucoup de travail à faire pour réussir. Puis on a réussi. C'est bon, ça. Hein, Yves, t'étais là? C'est bon, ça. Bon. On va réussir encore une fois. On a plein de surprises pour vous. T'avais une dernière question? Je m'en garde un peu, par exemple, des surprises. Bon, la dernière, parce que là... jase pour boire du vin. Oui. C'est pas juste au Québec, c'est à travers le Canada. La crise du logement, allez-vous faire de quoi pour la crise du logement à travers le Canada? J'aime la formulation « allez-vous faire de quoi », mais la probabilité que je sois premier ministre du Canada est faible. Mais, oui, on va faire de quoi, puis je vais même vous dire quoi. Un des problèmes qu'il y a, puis il existe à Québec, puis il existe à Ottawa. L'enjeu, c'est pas de la spéculation, parce que c'est un peu parti tout seul, mais oui, il y a une game de spéculation qui s'installe lorsque le coût du logement, qu'il soit individuel ou qu'il soit locatif, explose comme il l'a fait. La pression sur les finances des ménages est complètement débile. Ajoute à ça un phénomène d'inflation qui oblige les gouvernements à augmenter les taux d'intérêt, exerçant une pression supplémentaire sur les hypothèques. Il y a du monde qui vont laisser les clés sous le coin de la table avant longtemps. Comment on fait pour contrer ça? Ma réponse à moi, c'est logement social. Pourquoi logement social? D'une part, parce que le logement social aide du monde qui en ont besoin, pour vrai. Il donne accès à des logements à distinguer du logement abordable, puis ça, ce sera un enjeu de l'élection québécoise. Le logement abordable, on subventionne le propriétaire contre une baisse de loyer relative au loyer original. Ça ne sert pas toujours la bonne vocation, ça subventionne les propriétaires. Le logement social, c'est un logement subventionné dont le loyer est fonction du revenu du locataire. Et plus tu fais du logement social, plus tu augmentes l'offre de logement sur le marché et plus tu tires les prix vers le bas. Donc, tu crées une pression à la baisse sur le coût du logement, sur la spéculation sur la valeur des résidences locatives ou individuelles, et tu aides les gens qui en ont le plus besoin. Donc, pour moi, c'est la meilleure approche. Ça passe par un transfert d'Ottawa à Québec, dont c'est la juridiction. Là, à Québec, ils sont plus logement abordable que logement social. Ils ont dit le contraire il y a 2 jours, j'ai hâte d'avoir le programme. Mais le Québec aura, même lorsqu'il sera souverain, des bons gouvernements, des moyens gouvernements, puis des pourris gouvernements. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a renoncé à son indépendance parce qu'à un moment donné, ils se sont trompés et ils ont élu un gouvernement poche. Fait que le gouvernement actuel prend des bonnes décisions, des moyennes décisions, puis des pas bonnes décisions. Même si je ne suis pas d'accord avec toutes leurs décisions, ça ne m'empêchera pas de continuer à dire
que le Québec tel qu'on le connaît a tout ce que ça prend pour être souverain, puis c'est ce qu'il devrait faire. Bravo! Merci beaucoup tout le monde. Bonjour Yves. Avec une bonne petite coupe de vin, il faut le dire. C'est une activité de financement pour le Bloc québécois. Tu as eu la chance d'avoir M. Blanchet, ton chef, qui est venu ici dans la circonscription. Pour toi, c'est premièrement un gage de confiance. Comment tu interprètes sa visite? Ah, bien sûr. Bien, en fait, avant d'être un chef, c'est un ami. Il faut savoir qu'on s'est connus avant la politique. Mais au-delà de ça, c'est important quand même d'avoir le chef parce que ça a un effet d'attraction qui est différent de moi. Là. Je ne sous-estime pas mon charisme, mais quand même, il y a une petite coche. Mais au-delà de ça, c'est de la collaboration. Puis le chef est très présent partout. C'est pas une fleur qui me fait. Il est présent à travers le Québec. À chaque été, il est en tournée à travers le Québec. C'est un beau privilège. Je vais t'interpeller tantôt quand tu as fait la présentation. Ouais. Tu nous as fait un petit aparté parce que nous autres, dans la région, la protection des berges est importante. Quand je vais mettre ça sur les nouvelles, sur les réseaux, demain, les gens vont se poser des questions. C'est quoi au juste? C'était refusé d'ouvrir un protège-joie, c'est quoi? La réponse est sortie. J'ai obtenu j'ai reçu le courriel 2 minutes avant de m'en venir ici. Fait que je l'ai lu vraiment en diagonale. Mais ce que ça contenait, c'est ce que j'attendais. C'est pas la responsabilité du gouvernement, du ministère des Transports. C'est une responsabilité partagée. Mais il m'identifie quand même là-dedans un programme de protection des berges que là, je vais aller voir comme il faut. OK. Qui servirait, mettons, à reboiser les berges, des trucs comme ça. Mais c'est pas une surprise, cette réponse-là. OK. C'est une étape. La pétition. Vous savez que l'important là-dedans, c'est la mobilisation citoyenne. OK. Mais là, on n'a pas terminé. On va faire d'autres étapes. On va aller jusqu'au recours collectif s'il le faut. Pareil comme les gens de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères l'ont fait. OK. On est mi-août. La rentrée s'en vient quand même rapidement. Tu vas rentrer dans tes terres à Ottawa. C'est quoi les... Mes terres, c'est ici. Oui, bien c'est ça. Mais ton autre terre, disons, ton bureau, les parlements, ça recommence quand? Avez-vous commencé déjà à avoir des réunions, le caucus planifié? C'est quoi vous vouliez? Parce qu'on a eu la crise, on parle justement, on parlait tantôt peut-être la fameuse turbine, on parle que les passeports, c'est pas encore nécessairement réglé. Les indemnités aux voyageurs, parce qu'il y a eu les passeports, mais il y a aussi les problèmes dans les aéroports. Avez-vous déjà commencé à planifier certains plans de marche? Qu'est-ce que tu veux apporter? Ou C'est sûr qu'on n'arrête vraiment jamais, là, mais au niveau des passeports, honnêtement, ça va quand même mieux. Il y a eu une augmentation de volume récemment encore. Donc, il y a encore des problématiques. Pour la rentrée parlementaire, bien sûr, on a des dossiers, comme par exemple, on a parlé aujourd'hui de la refonte de la carte électorale, qui élimine une circonscription dans la région de la Gaspésie. Donc, nous, évidemment, généralement, on est pour la protection de la représentation régionale. La quantité de population dans une circonscription, c'est pas la seule chose qu'il faut considérer, mais aussi les réalités régionales. Sur le Bloc fait partie des régions, on l'a toujours dit, on va continuer à faire ça. Bien sûr, tu as parlé de la turbine, c'est les sanctions contre l'Ukraine d'un comité qui va travailler là-dessus, comme un comité qui travaille aussi pour protéger la vie privée, parce qu'on apprend que la GRC utilise des logiciels espions, peut-être sur votre téléphone à la maison, on ne peut pas le savoir. Je ne pense pas que c'est acceptable dans une démocratie du G7 qu'on vit des choses comme ça. Donc, on aura beaucoup de dossiers. Puis à l'automne, je vous rappelle que notre projet de loi pour la protection de la gestion de l'eau va être débattu aussi. Moi, en tant que porte-parole agricole agroalimentaire, ça va être ma grosse priorité de faire passer ça. La session commence quand? Est-ce que vous avez le déjà... 19 septembre. Donc, c'est quand même rapidement. Et on va retomber dans une routine parlementaire qui devrait arriver quand même rapidement. Et voilà. OK, bonne session. On profite des derniers jours chez nous, puis on fait le tour du comté. Parfait, je te remercie, Yves. Salut. Bye.